il y a de l'émotion, hein, quand même, à voir ou revoir. Tout ça, ça brasse beaucoup de choses, disons, à plusieurs niveaux ou des couches à plusieurs époques. Et je pense que c'est important aussi de prêter la place à cette dimension-là. Ce sont des choses qui ont affecté très profondément la vie de plein de gens. J'ai envie de commencer en demandant à Costa Gavras, aujourd'hui, quand tu revois ça, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelle perception, quel ressenti tu as de ce qui s'est joué à ce moment-là? C'est émouvant, profondément émouvant, parce que je vois les collaborateurs, les gens avec qui je travaillais, qu'ils sont tous disparus. Voilà, il y a la première chose que je dois dire. C'est vrai que ça a été une aventure très forte pour nous tous, mais en même temps, c'était une inquiétude permanente. Comme Georges Sempron le dit à un moment donné, on était sur des charbons ardents parce qu'il y avait des ennemis autour. Je dis fugitivement à un moment donné que les acteurs refusaient et que des proches, avant de voir le film, étaient contre. Donc c'était très émouvant et en plus c'était une façon de nous réunir davantage, de nous donner raison davantage, jusqu'au jour qui a été aussi un coup formidable, Chris Marker. Certains, on en parle, vous le connaissez sûrement. Grand bonhomme du cinéma, grand philosophe de la vie et du cinéma. Il est venu à mon bureau et il m'a dit, écoute, qu'est-ce que j'ai fait dans ton film? Je dis, pour plaisanter, je dis, tu fais un des référents, c'est des tortionnaires. Il me dit, c'est un peu trop, je vais faire le photographe de plateau. Et il est venu faire le photographe de plateau, il a filmé, il a fait avec sa sensibilité, avec, voilà. Tout ça, c'est vrai, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, parler du communisme, c'est de la vieille histoire, de la très vieille histoire. Et mais qu'est-ce qu'ils avaient, ces gens-là, pour s'engager comme ça? Mais ils le disent, London le dit très bien, il est resté d'ailleurs communiste jusqu'à la fin. Semprún le dit aussi, on croyait à un nouveau monde. Et on croyait à un nouveau monde, je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais je vais vous dire, moi, personnellement, comme je le sentais. Pendant toute l'occupation, j'ai entendu mon père disant, pendant plusieurs mois, disait Stalingrad, tiens. Stalingrad, tiens. C'est-à-dire les Allemands étaient bloqués à Stalingrad jusqu'au jour il est venu heureux en disant Stalingrad, les Allemands ont perdu. Et c'est vrai que Stalingrad, c'était le début de la fin de l'aventure hitlérienne. Donc c'était derrière ça, il y avait Staline. Et que Staline, ce que Staline disait, eh ben, c'était Dieu. Voilà. Et c'est après, quand je suis venu en France, très jeune, j'ai appris qu'il y avait une façon de les regarder différemment. Eh bien, j'ai regardé différemment et j'ai jamais été au Parti communiste. J'ai regardé avec une certaine distance, même une distance certaine. Voilà, c'est comme ça que j'ai abouti avec ce film. Et je pense que c'est un film qui était très important psychologiquement et même physiquement, je dirais, dans ma vie. Voilà. Et peut-être, Edoui, pour enchaîner sur ce que vient de dire Costa, quand tu conçois, vous concevez avec Yann Kergoat, mais où tu joues un rôle, j'ai tendance à supposer un peu aussi de stratège politique sur qu'est-ce qu'on fait de ça pour aujourd'hui. Ce que nous venons de voir, c'est un film pour aujourd'hui, c'est pas un film de 1970, même si c'est à propos d'un film de 1970. Comment on construit justement des ponts par-dessus ces écarts considérables qui ne sont pas que temporels, mais qui sont des représentations du monde qui ont énormément évolué. En fait, c'est toute l'idée de la série dont cet épisode est l'un d'eux, hein, sur les 10 épisodes, avec une première saison qui s'appelle « L'espoir », quand les vents poussaient dans l'atmosphère des années 60-70. Et le deuxième volet s'appelle « La résistance », quand les vents sont un peu contraires. L'idée, Costa n'aurait pas accepté qu'on fasse une hagiographie. Il ne voulait pas. C'est tout de suite ce qu'il m'a dit. On ne va pas faire mon œuvre, ma vie, etc. L'idée, et pour moi, c'est comme ça que je suis un spectateur, je ne suis pas un critique. C'est comme ça que je ressens et ce que j'ai écrit sur le cinéma de Costa, à la fois pour les 2 coffrets d'Arte, puis après un petit livre qui s'appelle « Tous les films sont politiques ». Pour moi, c'est vraiment le raconteur de notre siècle, Costa.
son cinéma, il y a quelque chose derrière le côté vrai, documenté, et ce sont des films d'enquête très souvent. Il y a un matériau très, très concret. Il y a quelque chose qui transcende le temps. Et en choisissant de projeter cet épisode, bien sûr que pour les jeunes générations, on raconte une histoire qui est en grande part oubliée, qui pour nous parle et nous émeut même beaucoup, y compris dans la dimension de chagrin politique qu'elle transmet. Mais pour moi, et pensons à notre époque, il y a dans ce propos, et je pourrais le dire sur plein de films de Costa, je pourrais parler d'Eden à l'Ouest sur l'immigration, je pourrais parler des films sur les questions économiques, évidemment sur les régimes dictatoriaux, évidemment Z, enfin on pourrait multiplier tout ça. Quand vous sortez de ce qu'on a essayé de dire là avec Yannick, au fond, c'est ce que George Orwell appelait dans sa préface à La ferme des animaux, longtemps inédite, l'esprit de gramophone. Ne pas penser contre le parti, c'est-à-dire ne pas penser contre sa communauté, contre les siens, ne pas penser contre soi-même. Et vous voyez bien que ça parle à aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas du passé. C'est du passé présent qui est raconté là. Bien sûr que le stalinisme et les procès staliniens ne sont pas là, mais combien y a-t-il dans notre époque de contexte où on se dit mais non, tu peux pas, on tient pas tous les bouts. On peut pas. Certains pensent à l'Ukraine mais ne veulent pas penser à la Palestine, et d'autres inversement. Je pense que le message humaniste de Costa, c'est qu'il faut tenir tous les bouts. Et c'est ça que son cinéma, de manière, pour moi, très sensible, nous transmet. Avec une dimension qui, comme c'est ta voix, en plus qu'on entend, donc forcément on te la rattache à toi très, très littéralement, si je puis dire, qui concerne quand il y a le montage des scènes du procès filmées à Prague et des scènes de procès reconstituées pour le film L'Aveu sur où est la fiction. Là-dedans, nous avons vu pour beaucoup d'entre nous festivaliers ici un film ce matin qui est en compétition officielle, qui s'appelle The Apprentice, à propos de Trump. Et ces questions de la fiction en politique et de la manipulation font aussi partie du présent, et bien entendu, bien avant les réseaux sociaux ou des choses comme ça, mais dans des formes d'écho. On est au cœur d'une époque où la vérité est en péril. Notre métier le connaît, le sait. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas simplement des informations, c'est que l'opinion, l'idéologie, la croyance, le préjugé, et de manière décuplée avec les instrumentalisations des réseaux sociaux, tue la vérité. C'est la vérité qui est en péril aujourd'hui. Pas seulement le fait d'y voir clair et d'avoir des faits concrets. C'est pour ça qu'en voyant ça, moi je pense que c'est une histoire à la fois très datée et en même temps d'où y compris la passion ou l'émotion que j'y mets. Bon, chacun sait un peu mon histoire personnelle et on a choisi un épisode qui évoque quelque part des convictions qui m'ont fait ce que je suis, au-delà du métier. Mais je pense que dans ce moment très minoritaire de la critique du stalinisme, c'est un moment de vérité qui transcende le siècle. C'est un moment moral, c'est un moment d'éthique, c'est un moment de principe. Et c'est vraiment ça que dit, je crois, cet épisode de la série. Voilà. Yann Kergoat, peut-être pour approcher un peu comment on arrive à ce qu'on vient de voir, il faut construire, il faut s'appuyer sur ce qui est arrivé, ce qu'a fait Costa Gavras. Il y a la dimension, alors je ne sais pas la part prise à l'écriture, qui est la vôtre, mais en tout cas la part prise à la composition des images et la construction visuelle qui permet d'arriver à ça. Ça s'appuie sur quelles ressources et parmi lesquelles il faut forcément faire des choix. Et donc, comment on fait ça? Alors déjà, peut-être qu'il faut que j'explique un tout petit peu pourquoi moi, parce que certainement beaucoup d'entre vous ne le sachent pas, mais moi je suis le monteur des films de Costa depuis une dizaine d'années. J'en ai monté 5, donc il y avait une grande proximité entre moi et Costa, et je pense que c'est à ce titre que Michel, la productrice, m'a proposé de collaborer sur cette série. Et alors comment ça s'est passé à l'écriture? Évidemment, à l'écriture, il y avait déjà le livre
écrit par Edwy, qui donne le cadre, on va dire, de réflexion politique, de pensée historique autour du cinéma de Costa Gavras et de l'histoire contemporaine. Donc la volonté, c'était très concrètement d'articuler formellement les deux. Alors un documentaire, je ne vais pas vous l'apprendre, ça s'écrit beaucoup au montage. Hein. Ça se fabrique beaucoup au montage, avec les images qu'on trouve, avec les archives qu'on trouve, avec la mécanique qui se met en place. Moi, j'ai juste posé les bases d'un dispositif relativement simple, qui était de dire on va avoir qu'un seul témoin vivant, ça va être Costa. Je n'avais pas envie que d'autres viennent parler autour de son cinéma. J'avais envie que lui seul s'exprime. J'avais pas envie non plus que lui, quand il s'exprime, ne s'exprime que sur la dimension cinématographique, hein, qu'il ne soit que le cinéaste. Je voulais qu'il soit aussi le témoin, avant tout. Donc qu'il puisse alterner à la fois une réflexion sur comment s'était fait le film, etc., le travail avec les acteurs éventuellement, enfin toutes les dimensions du travail cinématographique, mais qu'il soit aussi celui qui fait le récit historique et qui contribue au récit historique. Donc l'idée, c'était très simple, le dispositif est très simple, un tiers d'entretien, un tiers d'extrait de film, et un tiers d'archives qui va nourrir évidemment l'époque, les témoignages, la compréhension de la période historique et des événements historiques qui seront considérés film après film. Donc voilà, quand on pense une série, évidemment, voilà, on crée un dispositif sur lequel on peut ensuite s'appuyer pour faire les autres épisodes, et on en a déjà fait quelques-uns. Sur ce même principe. Alors, le décor que vous voyez derrière l'entretien de Costa, par exemple, bon, il est mis en scène dans le premier épisode, et après on le retrouve dans les seconds. C'est un lieu assez fantastique, qui sont les réserves de la Cinémathèque, là où la Cinémathèque stocke l'ensemble des dispositifs de prise de vue, de prise de son, etc. Depuis l'origine du cinéma. C'est vraiment un lieu assez incroyable. Et évidemment, connaissant la carrière et puis voilà, le rôle que tient Costa comme président de la Cinémathèque depuis des années, ça nous semblait un lieu assez adapté pour réaliser cet entretien. Et puis ensuite, voilà, pour moi, ce qui a beaucoup compté dans la réalisation, c'est de pouvoir m'appuyer évidemment sur le texte d'Edwy. Hein, voilà, qui est un texte extrêmement incarné, qui est un texte qui donne un point de vue sur l'histoire, qui a véritablement une force d'expression, qui n'est pas quelque chose de neutre, un peu surplombant, non, qui prend parti dans une histoire à travers sa propre expérience, à travers sa lecture des événements et sa compréhension très fine du cinéma de Costa. Voilà, avec ces quelques éléments, on fait ce film, et puis le hasard des archives, le fait que Chris Marker ait tourné, ça c'est un cadeau extraordinaire quand on fait ce genre de film, le fait d'avoir, moi, à nouveau pu retrouver les archives du procès grec sur un site du ministère de la Culture tchèque. Voilà, c'était conservé, j'ai réussi à les importer pour monter, puis après on a réussi à voir les originaux. Enfin voilà, c'est un ensemble après de bricolage, de montage, de hasard. Peut-être encore un peu plus sur la circulation entre l'écriture et le montage, hein, qu'est-ce qui vient en premier, ou qu'est-ce qui accompagne l'autre, ou dans quelle dialectique ça se construit. Encore une fois, on a ce cadre qui nous permet de penser la série, penser chaque épisode, voilà, et qui nous permet ensuite, évidemment, d'avoir la possibilité de le décliner. Dans quel sens ça se fait ? Moi, je récupère les archives, je monte une première version du film, en laissant des espaces pour penser pour l'entretien de Costa. Ça, c'est une expérience que j'ai acquise en faisant quelques films. J'ai une carrière très modeste de réalisateur de documentaires, mais j'ai quand même compris ça, que vous faites un interview de 6 heures, c'est très long, etc. Et vous arrivez au montage et vous apercevez qu'il vous manque une question. Ah merde, j'ai oublié de poser la question. Celle qui aurait été géniale pour passer d'une séquence à l'autre. Donc moi, je fais l'entretien après. Je monte le récit. Ils m'ont fait trop parler, en fait. Je devrais parler de moins que ça dans cette histoire-là. Je le montre à Edwy et on discute un peu de la narration. Et puis ensuite, je propose à Costa d'intervenir voilà, avec un nombre de sujets. Alors évidemment, je ne lui dis pas qu'est-ce qu'il faut dire, hein, mais je lui dis tiens, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Et très honnêtement, en 1 heure, c'est plié, quoi. Voilà. Et puis, il en reste 25 minutes dans le film.
Oui, non, mais c'est exactement ce que vient de dire Yannick. On a au départ travaillé ensemble une sorte de Bible. Il y a un cadre qui couvre les 10 épisodes. Ça s'appelle, je le redis, le siècle de Costa-Gavras. C'est-à-dire, c'est l'idée, on va tout revisiter. Et sincèrement, il n'y a rien qu'il ait évité dans son cinéma. Nous sommes dans le temps de la crise au Proche-Orient. Anaka, qui en grande part est un film trop oublié, c'est le seul grand film international, production américaine, qui pose la question israélo-palestinienne avec sensibilité. C'est un film de 83, dont l'actrice a été... J'oublie son nom, dis-moi le nom de l'actrice. J'oublie son nom, de Anaka. Gilles Kleber, voilà, a été un peu pénalisé de l'avoir joué. Et je prends cet exemple-là pour dire, tout à l'heure, je vous ai parlé de Eden à l'Ouest, quand vous voyez, qui a un côté un peu qui se termine un peu comme de manière onirique, on pourrait dire, comme un rêve, et qui traite de la vitalité qu'il y a derrière la question migratoire par rapport à tous nos débats récurrents. Et c'est un film qui a déjà pas mal d'années. Donc c'est vraiment cette idée-là. Moi, je dis ça pour... Moi, je l'ai dit, ma rencontre avec le cinéma de Costa est très générationnelle. Je suis à Alger. Pour les cinéphiles, vous savez qu'il y avait un lieu formidable dans les années 60 à Alger, qui était la Cinémathèque d'Alger, dont l'animateur était, je crois, un Suisse formidable. Moi, je suis à Alger, gamin adolescent, quand il y a le tournage de Z, la scène du triporteur. Et pour ma génération, c'est vrai que le cinéma de Costa est le cinéma qui faisait surgir, au fond, cette idée, il le dit d'ailleurs là dans l'entretien, au tout début, qui faisait surgir la politique comme un bien commun, pas la politique partisane, pas la politique sectaire. D'ailleurs, le cinéma populaire de Costa-Gavras s'opposait à un cinéma militant, à un cinéma dogmatique, etc. Et donc... c'est drôle parce que dans l'épisode sur Z, Samproun le dit, il dit « Mais vous vous trompez, Z, ça se termine, c'est sinistre. C'est toute la liste de la dictature. » Et en fait, on sortait de Z, c'était l'histoire de vaincus, mais en fait, on en sortait gonflé. Et pour moi, il y a vraiment... Pour moi, ce cinéma-là, sa patte, qui assume le spectacle, qui assume le côté grand public, qui assume l'idée de parler à tout le monde et en même temps pas de le faire démagogiquement et de prendre les questions les plus centrales, les questions, peut-être que vous le savez, je crois que c'est le 20e film qui est en train de monter après le tournage Costa-Gavras, aborde une question assez centrale qui est la mort, comment on meurt, comment le droit de mourir dignement. Il n'y a pas une question. La collaboration, les dictatures, j'en ai parlé, le capitalisme, la crise de l'Europe, c'était le 19e film. Il n'y a pas une question que ce bonhomme-là ne nous ait pas apporté dans ce grand récit. Et je fais référence à un livre que tu as fait sur le cinéma comme imaginaire des peuples. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est... J'ai dit dans le petit livre que c'est ce que Walter Benjamin appelait le raconteur. On manque de récits, on a besoin de récits pour nous redonner la pêche, parce que Dieu sait combien il y a de quoi s'accabler. Et voilà, moi je trouve que mon amour pour, au-delà du bonhomme qui le mérite pour son cinéma, c'est qu'il nous donne la pêche. Voilà. Moi, je ne devais pas être là pour écouter tout ça, parce qu'on parle beaucoup de cinéma de Costa-Gavras. Non, je n'ai pas de plan de cinéma. Je réagis chaque fois par rapport à une émotion, par rapport à ce qui m'intéresse profondément. Il n'y a pas une continuité esthétique, il y a des passions. Il y a probablement une continuité esthétique, mais je ne la cultive pas. J'ai envie de faire un film avec ce qui me touche profondément. Parfois j'ai réussi, parfois je rate. Et c'est arrivé quelquefois. Pas souvent, mais c'est arrivé. Donc c'est ça. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un cinéma Costa-Gavras comme un cinéma Chris Marker, par exemple, puisqu'on a parlé de Chris. Parce qu'il a une ligne, complètement. Il y a un cinéma Godard, et qui veut dire quelque chose. Voilà, c'est ça, à sa manière. Bon, moi je le vois tout à fait autrement. Je suis un émotif, et je réagis avec mes émotions, avec l'envie parfois de crier, de dire des choses. Et le cinéma me permet souvent de le faire.
Et j'ai la chance d'avoir eu, il faut le dire aussi, d'avoir un des gros succès au départ, ce qui me donne une possibilité assez considérable pour en faire ce que je veux. Pas toujours, mais souvent de faire ce que je veux. Je veux dire juste autre chose, l'émotion, on partage, hein, donc c'est la clé. Voilà. Mais je voulais dire sur le travail avec Yannick, bon, qui est, parce que je disais il y a le cadre, mais comment dire, c'est très fort ça, c'est qu'on parle la même langue. Hein. C'est-à-dire que Yannick fait c'est lui qui fait, hein, c'est lui le réalisateur. Il fait, et après, on ajuste, mais ça coule tranquille, je ne sais pas comment dire, parce que c'est un monteur hors pair, et comme vous savez, le cinéma, c'est d'abord cet art voilà, où c'est au montage que se joue le rythme, que se joue le ton, et on a ajusté sans problème. D'ailleurs, Yannick va réaliser un film de Mediapart. J'aurais voulu peut-être, si ça te convient, Costa, qu'on dise un peu plus sur quelqu'un qu'on a vu à l'écran et dont on vient de reciter le nom à plusieurs reprises, qui est important, qui est Georges Semprún, et quel rôle il joue là-dedans, et peut-être, enfin donc à l'époque, mais pas seulement à ce moment-là, qui est vraiment partie prenante de toute cette réflexion politique et de ces traductions cinématographiques au long cours, auxquelles tu as été associé, mais pas seulement toi, Semprún a écrit pour d'autres grands cinéastes aussi, et peut-être un endroit qui a un côté un peu mythologique, qui s'appelle Auteuil, qui était la maison d'Yves Montand et Simone Signoret, la maison qui n'est pas Auteuil dans la banlieue parisienne, qui est un autre Auteuil, et où, comme creuset de réflexion et de pensée qui permettent, et de pensée politique, qui permettent aussi qu'existent des aventures comme ce qui a été l'aveu. Oui, j'ai connu Georges Semprún chez les Montand à la campagne, qui n'était pas une maison de campagne très intéressante, comme ça on on s'est rencontrés pendant les week-ends, et on parlait de tout, c'était pas une université, hein, on parlait pas que de politique, il y avait des jeux aussi assez légers, et on s'amusait beaucoup, et c'est vrai que Georges, qui était quelqu'un au début assez mystérieux, assez silencieux, chaque fois qu'il intervenait, il me donnait vraiment un choc, parce qu'il parlait avec une clarté, il avait des analyses parfaites sur les situations, autour desquelles tout le monde donnait son opinion, et on était 5-6 personnes, et parfois des opinions un peu à part, et parfois des opinions complètement fausses. Et Georges donnait exactement le là à cette histoire. Voilà. Et au début, ça m'avait beaucoup surpris qui était cet homme-là, jusqu'au jour où Simone Signoret m'apporte son livre, Le Dernier Voyage, et je l'ai lu. Et après, elle m'explique qui était. Il était chef un personnage important au Parti communiste espagnol, et qui avait quitté le parti, et qui avait écrit son livre. Il était aussi dans les camps de concentration, etc. Et on est venu assez vite, assez proche. Je lui avais proposé mon premier film, comme Pratiquement tueur. Je lui ai expliqué un peu l'histoire. Il dit non, les polars ne m'intéressent pas, il faut qu'on trouve autre chose un jour. Voilà. Et c'est quand j'ai lu le livre de Z, je lui ai parlé, il connaissait l'histoire. Et on a commencé à travailler ensemble, très vite, et très, très rapidement, je dois dire, parce qu'il fallait travailler vite pour répondre tout de suite. On a eu des difficultés après pour trouver l'argent. Mais quand je lui ai parlé de l'aveu, j'avais lu le livre qu'il connaissait, parce que parmi les accusés, il y avait un des hommes qui était exécuté naturellement, mais qu'il avait connu au camp de concentration. Il m'a dit, mais je le connaissais. Je savais très bien ce qu'il racontait. Et ce qu'il racontait contre lui, c'était complètement faux. Puisqu'il avait tout à fait le contraire. Mais il était dirigeant du Parti communiste espagnol à l'époque. Il n'a pas osé, comme il avoue, il n'a pas osé le dire. Ses dirigeants disent, cet homme-là, il est innocent. C'est pas possible, ce dans quoi on le... Bref. Et quand j'ai proposé le livre, que j'ai lu rapidement après en avoir parlé du livre, je parle dans le film, et il m'a dit, mais on ne peut pas tout raconter, ça, un film. Il dit, il faut vraiment un film de plusieurs heures. Je dis non. Est-ce qu'on peut raconter le fait qu'un système politique organise un système de torture pour justifier sur le fait que ça ne marche pas, ce système politique. Et on raconte d'abord
les systèmes de torture et la raison. La raison, c'était que les systèmes communistes ne marchaient pas. C'était raté complètement. Il fallait accuser certaines personnes, notamment des juifs, c'était à cause d'eux. Voilà. Et c'est vrai qu'on a limité le livre à ces deux choses-là. Sinon, le film était impossible. Voilà. Et on a commencé à travailler rapidement. On a fait le film. On avait un système de travail assez curieux. On s'isolait dans une maison de campagne tous les deux, et sans nos femmes, sans personne, et pendant longtemps. Pendant un mois et demi, on finissait un premier travail de scénario. Et dans ce cas-là, London, il est présent dans votre travail d'écriture sur le film, ou bien il vous... Non, pas du tout. Pas du tout. Je dis à London, j'ai rencontré London. J'ai eu même une grande surprise en arrivant chez London. La jeune femme qui m'a ouvert la porte, c'était Françoise London, qui était à l'IDEC, à l'école du cinéma, assistante de la professeure de montage. On s'est rencontrés des années après, et j'ai compris que son père était London. Voilà. Et j'ai expliqué à London comment je voulais travailler. Il a accepté tout de suite. Il a lu le scénario. Il a dit, bon, c'est intéressant, mais je vais voir le film pour vous dire c'est OK ou pas. Pour me donner votre accord, mon accord. Et c'est vrai, c'est passé comme ça. Voilà. Non, mais je pensais, il y a un passage là où, quand London, par rapport ici, à ce lieu, ici au festival, sur la force du cinéma. Il y a cette séquence sur le livre et le film, qui est une séquence sur l'instrumentalisation politique, puisqu'on n'a pas mis ça dans le film, mais l'Union soviétique fait un communiqué sans avoir vu le film. Il y a, tout ça est présent à ce moment-là. Mais cette idée, le livre, comme il est communiste et que quand même on bouge depuis la fin du printemps de Prague, le livre est communiste, mais le film n'est pas communiste. Et en fait, c'est la puissance du cinéma. C'est un hommage à la puissance du cinéma. La force du cinéma. Comment le cinéma, c'est là que l'imaginaire se passe. Un livre, on peut le mettre de côté, on peut un jour l'interdire et tout. Mais là, il y a autre chose qui se passe par l'image, par l'imaginaire et comment elle le porte. Oui, avec d'ailleurs des gestions très différentes de l'outil cinéma et de l'outil littérature ou écriture plus généralement en Union soviétique pendant toute cette période-là qui va permettre que des choses existent au cinéma. D'ailleurs, il y a des extraits vous connaissez le tombeau d'Alexandre, par rapport à ce qu'a fait Chris Marker, qui est un hommage à un cinéaste qui a survécu aux purges. Et qui Alexandre Medvedkin. Voilà. Et d'ailleurs, ça a donné... je crois que le groupe qui avait créé Chris Marker s'appelait les groupes Medvedkin, qu'il a créé après, mais surtout Chris Marker a créé une société de production et de distribution qui s'appelle au début Sloan, et puis ensuite Iskra, pour distribuer un film de Medvedkin des années 30 qu'il avait découvert, Le Bonheur, et qui était quelque chose de complètement improbable en pleine période la pire du stalinisme au milieu des années 30, et qui fait partie d'une certaine manière de ce rapport compliqué aux puissances du cinéma qu'aura eu ce régime-là, à la différence des autres de ce point de vue-là. Mais ce moment du film que nous venons de voir, auquel tu fais référence, il compare il met en regard les pouvoirs de l'écriture et les pouvoirs du cinéma, mais il se réfère aussi à la presse, aux médias. Et donc la question est plutôt dans quelle mesure, y compris dans les autres épisodes, l'accueil dans les médias du travail de Costa occupe une place importante, et la manière dont ça continue de faire de la politique parce que ça occupe la scène médiatique, au-delà de ce qui joue dans les salles et dans les écrans. La critique des médias, c'est dans l'épisode Mad City, à venir. Oui. Parce que la critique des médias, il l'a fait aussi. Les médias de masse, et avec tout leur spectaculaire et tout, c'est Mad City, avec Travolta, et voilà. Je recommande. Mais là on voit que c'est à partir de ce qui s'imprime dans les journaux
qu'on comprend l'essayisme, ou que ça visualise, que ça rend partageable, surtout pour les gens qui n'ont pas vécu cette époque, à quel point ça secoue le cocotier, et qu'avec les mutations successives dans la presse communiste, mais c'est pas que la presse communiste, en réalité, beaucoup de gens ça complique la vie de beaucoup de gens, ce qui se passe à ce moment-là autour de l'aveu. Oui, mais c'est pour ça que je me permettais de te répondre comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, est-ce que ce serait si facile que ça, avec un type de médias de masse qui sont que des médias d'opinion, que des médias de buzz, de polémique, de clash, de démagogie, enfin bon, bref, je ne vais pas faire un dessin. C'est pour ça que je dis Mad Max, qui est sur un fait divers, hein, au départ, Mad City, pardon. Et voilà, c'est comment dire, c'est une fable qui précède ce que nous avons sous les yeux, hein, pour moi, voilà, et qui voilà. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Est-ce qu'il y a une réflexion, peut-être pose la question à Yannick en particulier, mais à vous trois, de compréhension, d'accès à ce film, pas que en France? De circulation et de renvoi, puisque en fait l'histoire que ça convoque, c'est une histoire internationale, c'est une histoire qui concerne, mais à partir d'une situation qui s'est jouée en France, comment est-ce qu'on pense aussi comment ça sert aujourd'hui à des publics, disons au moins ailleurs en Europe, pour avoir affaire à cette histoire-là? Oui, bien sûr, on y pense, parce que évidemment, l'histoire de l'aveu, elle dépasse le contexte français, etc. Même si à un moment donné, Arthur London et sa femme se sont réfugiés en France, enfin ont vécu en France, et que c'est à partir d'une version traduite que Costa fait le film. Non, ce qu'on pense aussi, surtout, c'est qu'on essaie de transmettre quelque chose à des gens plus jeunes. Voilà, et on ne cherche pas forcément à s'adresser à ceux qui ont plus ou moins fréquenté cette période à ce moment-là, ou en tout cas, voilà, les grands débats qui traversent le film de Costa et le livre de London, c'est-à-dire les débats sur le stalinisme, le communisme. Aujourd'hui, effectivement, électoralement, déjà, le Parti communiste ne représente quasiment plus rien. Et historiquement, je pense que ce poids électoral fait qu'il disparaît progressivement des mémoires. Hein. Donc, on essaie de raconter aussi, et ça pour les plus jeunes, on essaie de faire comprendre et d'intéresser à travers toute la série, hein, pas simplement ce film-là, évidemment, c'est comme ça qu'elle est pensée, donner un accès à travers le cinéma à une compréhension différente, focalisant autrement des débats, des questions, etc., sur les 70 ans ou 80 ans passés, quoi. Voilà. Donc, alors, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de références qui peuvent échapper parce que, malgré tout, ou alors elles font pas partie du programme scolaire aujourd'hui, je ne sais pas, mais voilà, on essaie quand même d'ouvrir honnêtement, sans tricher d'une certaine manière, sans trop simplifier non plus, en étant assez lisible, et puis en faisant... pour nous, c'était vraiment le projet, raisonner les deux, quoi, raisonner l'histoire, le récit historique et le cinéma. Hein, et la façon dont les deux agissent ensemble, c'est vraiment le propos, je crois, de la série. Et puis on y tient beaucoup. On veut aussi parler de cinéma. Et on veut parler de la manière dont le cinéma pèse sur le débat public, sur la société, et de la même manière comment un certain nombre d'événements, de grandes questions, etc., informent le cinéma dans ses sujets, dans ses choix, dans ses manières de raconter. Et ça, c'est un peu l'enjeu de la série, c'est de tenir un peu ces deux bouts. Tu parlais de tenir les deux bouts, c'est de tenir les deux bouts de cette histoire en se disant, bah voilà, si on y arrive, bah, ça va être, ça peut être intéressant. La dimension alors des choix de cinéastes, parce que le film est quand même très construit sur les choix dont je suis
continue à pas être certain qu'on mesure aujourd'hui le courage que ça représente à l'époque, enfin le séisme que ça représente à l'époque, même si Costa le dit avec tous ces acteurs qui refusent de jouer, le type qui dit à la sortie de la projection il faudrait le pendre, etc. Mais c'est très en profondeur quoi, que ça touche à des choses. Sur la dimension des choix de mise en scène, ou peut-être toi tu peux y revenir un petit peu, comment... Il y a un choix important qui est explicité dans le film, qui est la chronologie, qui est le fait de tourner dans l'ordre avec les conséquences que ça implique en termes de production et puis en termes d'organisation, disons, du projet. Mais peut-être tu peux dire aussi un peu plus sur... comment toi tu avais pensé ça en termes de mise en scène à cette... L'idée centrale, c'était d'expliquer que le personnage se réduisait peu à peu, mentalement et physiquement. Donc il fallait le voir, le sentir dans le film. Et pour faire cela, il fallait commencer par les débuts de l'histoire. Et pour organiser ça à la production d'un film, c'est très très compliqué. Parfois on tourne la fin, et puis on tourne le milieu, et puis on tourne le début, etc. C'est pas pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de facilité de tournage. Et on a fait ça. Et Montand a accepté de faire cela et de fondre peu à peu. Il y avait un docteur qui le suivait de temps en temps, jusqu'au jour où il lui dit, ben là, ça suffit. Donc, 12 kilos, vous n'allez pas plus loin. Et c'est vrai, ce qui était amusant, c'est que les équipes, pendant le déjeuner, à l'arrêt de travail, pendant le déjeuner, Montand s'amusait à venir avec un petit plat, avec des très peu à manger, et il nous insultait, des bandes de salauds, vous êtes en train de empiffrer, etc. Voilà. C'était une espèce de son amusement, ce qui lui permet d'être dans l'équipe tout en s'amusant. Et il a fait. Et il a fait. Et il y avait une chose aussi, je veux vous dire, on était à l'hôtel, parce qu'on a tourné le film à côté de Paris, à Tourcoing, et on était à Lille, et on avait le même étage à l'hôtel, et on avait une porte communicante. J'entendais crier la nuit. J'allais le voir, tu dis comment ça va? Non, non, t'inquiète pas. Il faisait des cauchemars terribles. Et il était debout comme ça, comme à garde dans sa chambre, et puis allait se coucher. C'est-à-dire, il a vécu, je crois, cette situation, comme il essaye de le dire à un moment donné, mais beaucoup plus que cela. Parce qu'il a vécu pendant les 10 semaines qu'on a tourné le film. Et je pense que le film, sans Montand, sans Signoret, et sans Saint-Proulx, je ne sais pas s'il était faisable. Voilà. Il y avait beaucoup d'acteurs en France, des grands acteurs, mais je ne voyais pas comment, à qui le donner. Ce n'était pas une sorte d'interprétation. Montand a fait une sorte de continuité de sa vie, reprise de sa vie à un moment donné, et il a vécu. Et du couple Montand-Signoret aussi, parce qu'il y a des choses qui résonnent complètement entre le couple. Absolument, dans leur vie. Par exemple, Simone, au début... Avec la vie des London. Oui, exactement. Simone, au début, disait, moi, je ne vais pas faire ce rôle, parce que moi, mon mari, je l'aurais cru. Je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait être un traître. Donc, je vais pas trouver quelqu'un pendant un moment. Et puis, au bout d'un moment, on nous a vu qu'on était tous les trois ensemble de plus en plus. Il dit, bon, moi, je ne vais pas vous laisser seul, parce que si je vous laisse seul, on dira qu'elle ne croyait pas. Donc, ce que vous faites, ce n'est pas juste. Il avait cette espèce d'intelligence. Voilà. Et elle est venue avec nous, et l'a fait vraiment avec tout son talent. Sur le courage politique du film, il faut l'inscrire dans la chronologie. Puisque parler de chronologie, Z, c'est consensuel. Z arrive après 68. Il y a la dictature des colonels en Grèce, il y a la dictature franquiste, il y a la dictature de Salazar au Portugal, il y a des guerres coloniales encore en Afrique, il y a la guerre du Vietnam. C'est consensuel, ça épouse l'époque. Et là, on met les pieds dans le plat. On met les pieds dans le plat. Et on met les pieds dans le plat en dérangeant la croyance. Hein. C'est pas seulement le Parti communiste quand même, il faut revenir à l'époque. Il y avait une extrême gauche stalinienne aussi. Il y avait une extrême gauche croyante avec le portrait de Mao et d'autres. Donc, bon, voilà. Je vais pas sur les parcours. L'origine ne protège de rien. Et ça, je trouve, c'est très fort aussi. Voilà, c'est penser contre soi-même. Il n'y a pas un label qui fait que tu es du côté du bien, quoi. C'est une bataille toujours. C'est une bataille contre toi. Ça se joue au présent.
Et de ce point de vue, ce qui se joue entre Arthur et Lise, et qui est, bon, pas à pesantir, est très douloureux quand même. Hein. C'est une histoire... En fait, la vérité, tu dis qu'elle est... La vérité, c'est qu'il est sauvé, puisque le procureur demande la peine de mort pour tout le monde. Pour tout le monde. Et en fait, c'est parce qu'il est le beau-frère de Raymond Guillot. Hein, Raymond Guillot, vous pouvez aller consulter, est une figure, j'allais dire comminternienne de l'époque de l'internationale communiste, une sorte de, voilà, comme c'était aussi des aventures personnelles, un type très brillant, très courageux par ailleurs, qui faisait des allers-retours entre Moscou et la France pendant l'occupation. Et donc il y avait du poids, et qu'il y avait du poids, y compris autour des soviétiques, pas du poidd au Parti communiste français, hein, du poids autour des soviétiques. C'est comme ça qu'ils se retrouvent, donc je sais pas pourquoi ils en rajoutent 2 autres, mais voilà, qu'eux ne sont pas exécutés. Normalement, ils devaient passer à la casserole. Parce que c'était aussi liquidé, tu vois, sur la rationalité de ces procès d'inquisition, en effet. C'est en effet caché, c'était ça les purges en Union soviétique, le système ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc il faut dire au peuple, c'est pas nous qui nous trompons. Il y a des saboteurs. Il y a des saboteurs. Et c'est comme ça qu'on extermine ses propres camarades. Voilà. Et évidemment, là-dessus se glissent des logiques, à ce moment-là, identitaires, des logiques de clôture, des logiques de pureté, des logiques... Et on retrouve, comme on le voit, l'antisémitisme, le cosmopolitisme, les gens sans patrie ni frontières, contre l'histoire même de ces militants. Hein. Pour ça, c'est une histoire de tragédie grecque, hein, qui est éternelle. Elle n'est pas datée. Hein. Je pense qu'on revisitera ça dans des siècles, comme histoire pas possible, avec en effet une femme qui peut aller écrire une lettre pour dénoncer son mari, puis après dit finalement je t'ai cru. Bon. On la croit pas trop, hein, quand elle dit ça, ça suffit pas à nous convaincre. D'ailleurs, on s'est tout de suite donné un coup de coude à ce moment-là. Il y a un détail qui, pour nous, dans l'interview entre Arthur et Lise, elle dit au bout de 26 mois, 27, 27. Lui, il fait la bonne comptabilité. Il dit 27. Voilà. Il y a une chose que je souhaite dire aussi, c'est que Montand vivait un double drame, parce que son frère était un des dirigeants du Parti communiste. Il avait une place très importante dans les relations mondiales. Et il a vécu ça. Son frère l'a pratiquement quitté complètement. Il vivait assez proche. Il a quitté complètement pendant des années. Ils se sont remis ensemble quand son frère était mourant à l'hôpital, et ils sont vus, ils sont engalés, ils sont embrassés, mais il a vécu ça parallèlement pendant qu'il faisait le film. Il pensait à son frère sûrement, il n'a jamais dit, mais Julien était présent entre lui et l'histoire. Peut-être Yannick, sur cette dimension du cinéma, de comment le cinéma peut beaucoup de choses, et comment on essaye de le mettre en évidence à l'intérieur d'un projet comme ça, peut-être pas seulement cet épisode-là, mais plus généralement l'ensemble de ce que vous faites ensemble. Edoui et toi? Oui, je pense qu'on a tous un peu, quand on travaille dans le cinéma, et moi je travaille dans le cinéma depuis 30 ans comme monteur pour des réalisatrices et des réalisateurs différents, pas simplement sur les films de Costa, on a tous le sentiment que le cinéma a son rôle à jouer, quoi, qui peut changer le monde, quoi, d'une certaine manière. Je pense qu'au bout de 30 ans, moi j'ai l'impression que c'est un peu une illusion. Voilà, je ne veux pas être désespéré, mais je pense qu'il le change beaucoup moins qu'on ne pense. Voilà, ça c'est une réalité, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire pour autant ? Non, évidemment que non, quoi. Et il faut y croire, il faut y aller, et je pense que ça a été le choix et la vie, l'engagement, la carrière cinématographique de Costa, quoi, pendant toutes ces années, de penser qu'il faut continuer à agir, à penser la société, à penser le monde, et qu'on a cette place, nous, extraordinairement privilégiée pour le faire, et qu'à ce titre-là, il faut y aller, quoi. Il faut le faire honnêtement, sincèrement. Je pense qu'il y a...
il y a un certain journalisme aussi qu'on peut faire comme ça, quoi, avec cette honnêteté, avec ce sens de la responsabilité. Je crois que ça a vraiment été toujours aussi une caractéristique du cinéma de Costa, la responsabilité. Les scénarios sont toujours travaillés. Il y a un énorme travail en amont de documentation, de recherche historique sur tous les sujets, etc. On ne dit pas n'importe quoi. Voilà, vraiment, on amène des faits, on amène des choses qui sont attestées. Et voilà, et ça, je pense que c'est précieux. Voilà. Oui, non, tu me demandais sur la série, par exemple. Le deuxième épisode est sur, on l'a appelé l'origine, c'est sur les deux premiers films de Costa, qui a priori ne sont pas politiques. Un polar et puis une sorte de western sur fond de résistance, on pourrait dire. Voilà, où ça explose beaucoup. Il y a des explosifs et il y a des trucs en nature, quoi, comme ça. C'est un film d'action un petit peu. Mais pourquoi je fais allusion à ça, c'est parce que pour moi, la force du cinéma de Costa, c'est qu'il n'est pas venu au cinéma par la politique. Comme il l'a dit, lui, voilà, il a accompagné ces années-là, il avait des amis, des copains, mais il n'est pas venu dans l'engagement politique. Il n'est pas venu dans l'idée « je vais faire des films pour expliquer la thèse à laquelle je crois ». Il a d'abord appris l'atelier du cinéma. L'atelier, la mécanique, la technique, c'est ça qu'il sait faire. C'est pour ça que je dis c'est un raconteur. Il sait d'abord bien nous raconter des histoires. Voilà. Et du coup, de surcroît, il se passe autre chose. Et ce qui se passe, pour moi, c'est ce que j'aime appeler une politique sensible. C'est-à-dire, encore une fois, pas... Et là, je dissonne avec Yannick. Moi, je pense que le cinéma ne change pas le monde, bien sûr, comme un livre ne change pas le monde, comme un article ne change pas le monde. Mais en revanche, il peut, je l'ai dit tout à l'heure, nous donner la pêche. C'est quoi le propos ? C'est qu'au fond, voilà, bien sûr qu'il y a des vaincus, bien sûr qu'il y a des défaites, bien sûr qu'il y a des tristesses, mais ça continue. Ça continue. Et à chaque fois, voilà, l'espérance gagne, l'espérance revient. Et elle reviendra toujours. Donc... voilà. Non, mais si je pourrais préciser, oui, c'est ça. Moi, je pense que ce qu'il faut défendre, je pense, dans le cinéma, que ça pèse ou ça pèse pas. Il y a des films évidemment qui pèsent beaucoup plus que d'autres. Ça, on est bien d'accord. Et c'est défendre l'idée que le cinéma doit rester ou doit être ou peut être, je sais pas, un art de l'émancipation. Pour moi, c'est ça qui est important. Voilà. Et qui peut réunir. Voilà, tout ce qu'on peut dire d'un engagement, d'une réflexion, d'un regard sur le monde, d'une envie de s'exprimer dessus, c'est de garder l'idée que le cinéma peut être un art de l'émancipation, qu'on offre aux gens, quand ils vont voir un film, une occasion de sortir de leur propre vie, de grandir, d'apprendre, de mûrir, alors que ce soit par l'émotion, la réflexion, le sens artistique, la plastique d'un film, etc. Mais c'est ça. Pour moi, c'est à ça que je tiens, quoi. Vraiment. Et ce combat, je crois qu'il n'est jamais gagné. Hein. Voilà. Mais sans pardon, vas-y. Non, est-ce que tu as dit le mot doigt ou j'ai mal entendu ? Le mot ? Le mot doit, le cinéma doit. Oui, pour moi. Non, je pense que le cinéma ne doit pas. Excuse-moi, je le dis ouvertement, le cinéma ne doit rien du tout. Chacun doit être libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire librement. Et le cinéma, s'il n'est pas libre, eh ben, on ne sait pas dans quoi on rentre. Excuse-moi. Non, mais c'est pas forcément contradictoire. Quand je parle d'un art de l'émancipation, c'est pas une obligation au sens moral. Il peut. Ouais. Mais il faut aussi se battre pour qu'il le soit. Voilà. Donc je disais, dans l'épisode sans trop prolonger, dans l'épisode sur Z, qui va dans le sens, y compris de ce que tu viens de dire, il y a on rappelle comment le cinéma de Costa, tu rendais hommage, et on peut tout à fait aussi aimer le cinéma de Godard, mais évidemment, moi j'ai revisité, quand j'ai écrit le livre, toutes les polémiques autour du cinéma, des critiques du cinéma de Costa-Gavras, parce que populaire, parce que s'assumant comme un spectacle, parce que voulant parler à tout le monde. L'émancipation, c'est pour tout le monde.
Et donc, évidemment, il y avait des professeurs de morale cinématographique qui disaient c'est un cinéma commercial, c'est un cinéma marchand, etc., qui à la fois jalousait le succès et lui reprochait de le trouver et de le vouloir, et qui étaient comme des professeurs justement du doigt de... Pas au sens où tu le disais, hein, j'ai bien compris, mais au sens de voilà, la juste ligne. Et je ne vais pas faire un clin d'œil, mais dans l'épisode sur Z, il y a un débat sur un plateau de cinéma où on voit un de ces défenseurs. Comment dire ? Il y a des radicalités éphémères qui tiennent beaucoup moins que les radicalités tranquilles d'un bonhomme comme celui-là. La radicalité de Jean-Luc Godard, elle aura duré aussi longtemps que Jean-Luc Godard. Comment ? La radicalité de Jean-Luc Godard. Non, c'est pas de Godard dont je parlais. Aura duré autant, non, oui, non, mais il aura été dans la critique des formes aussi. C'est pas de je pense Godard. qu'il faut tenir la tension entre les deux manières de vouloir faire du cinéma pour travailler le monde comme il fonctionne et savoir avoir affaire avec toutes les remises en question, y compris penser contre soi-même dans ce cas-là. Sinon, peut-être c'est bien d'annoncer la composition de la série, si on la connaît, comment elle puisque là, tu en as présenté un peu longuement les deux premiers épisodes avant celui-là. La première saison, donc il y a Z en premier, ensuite deuxième c'est les deux premiers films, comparativement trop Tueur et l'homme de trop. C'est ça, un homme de trop. La troisième, vous venez de le voir. Le quatrième, c'est le duo sur à la fois état de siège et missing, les dictatures en Amérique latine, le Chili, etc. Et le troisième, c'est section spéciale, Vichy, la France, et Anaka. Les deux résonances sur le passé qui ne passe pas, et l'écho entre le crime contre l'humanité commis en Europe et comment on s'en est débarrassé sur les épaules d'un autre peuple. Music Box et Anaka. C'est Music Box et Anaka, pardon. C'est Music Box et Anaka, oui, c'est pas section spéciale qui est après l'autre, le 6e épisode qui revient sur l'autre passé qui ne passe pas avec Amen et section spéciale. C'est ça, voilà. C'était le moment pub. Moi, ça me fait. Voilà. On peut continuer comme ça, voilà. Mais bon, ça me fait peur. Tout ça. Ils ne sont pas encore tous faits. Voilà, disons au moins pour la première saison, puis après, voilà, la deuxième saison. Mais tout ça, voilà. Bon, je crois que on a dit beaucoup de choses et surtout on a ressenti beaucoup de choses. Et c'est ce qui était important. Moi, je voudrais simplement saluer un collaborateur précieux pour la série qui est Éric Neveu, qui est dans la salle, le musicien, voilà, si tu pouvais dire bonjour, voilà, qui accompagne la série depuis le début. On a un sacré matériau qui nous permet de faire quelque chose. Voilà, il est là, c'est pas... Nous, on n'a rien fait. Merci de nous avoir écoutés, merci.